Bonjour et bienvenue dans cette 4e semaine du cours Web sémantique et données liées sur le web. On a vu dans les séances précédentes comment l'architecture du web pouvait être utilisée pour échanger des données et lier des données. On a vu le modèle RDF pour représenter et publier les données et le requête Sparkle pour aller les interroger. Aujourd'hui, dans le cours, on va voir comment on peut représenter des schémas légers, des ontologies, pour les échanger, les lier sur le web et documenter ces données. Dans cette 4e semaine, nous allons commencer par introduire la notion d'ontologie, qui est un mot qu'on a volé à la philosophie pour en faire un objet en informatique. Puis nous verrons comment écrire en RDF et pour RDF des schémas pour les données. Nous verrons comment déclarer les hiérarchies des classes, puis comment déclarer la hiérarchie des propriétés, donner la signature de ces propriétés, c'est-à-dire quel type d'objets sont reliés par ces propriétés, documenter les schémas, et enfin comment les utiliser pour décrire nos données. Commençons par la notion d'ontologie. Voici un ensemble de transparents que Tim Berners-Lee a utilisé en 1994 à la première conférence du web. Ce qu'expliquait Tim à l'époque, c'est que la perception qu'on avait du web était essentiellement une perception documentaire dans laquelle on reliait entre elles des pages pour naviguer d'une page à l'autre. Mais cette perception ne rend compte que d'une seule dimension du web, qui est sa dimension documentaire. Or, lorsqu'un utilisateur navigue sur le web, il y va, non pas pour le plaisir simple de passer d'une page à l'autre, mais parce qu'en général, il a besoin d'une information ou qu'il veut réaliser une action. Bref, l'utilisateur a dans sa tête un modèle du monde et des besoins qu'il a, et c'est ce modèle, et par rapport à ce modèle, qu'il va se déplacer sur le web. Et ce que propose Tim dès l'époque, en 1994, c'est qu'il faudrait être capable de capturer tout ou partie de ce modèle pour l'expliquer à la machine, de façon à ce que la machine, plus qu'aider à la navigation, aide l'utilisateur dans la réalisation de sa tâche. En effet, si la machine comprend le sens des données, si elle a accès à la sémantique associée à ces données, alors elle peut proposer des actions à faire sur ces données de façon plus intelligente, plus choisie, plus adéquate. Par exemple, si une machine sait qu'un ensemble de données représente une carte, des géographies, et qu'un autre ensemble de données représente des statistiques sur le territoire, alors elle sait qu'elle peut les mélanger pour colorier la carte. Imaginez qu'on vous pose la question « Quel est le dernier document que vous avez lu ?» Vous allez être immédiatement capable de regarder dans votre mémoire tous les objets que vous avez manipulés et d'identifier les documents. Vous n'allez pas prendre en compte un chariot ou une voiture, mais vous allez prendre en compte une carte postale, un dépliant publicitaire. Cette capacité est très simple chez l'humain, mais elle est très difficile en machine. C'est pour ça qu'on introduit ce qu'on appelle la notion d'ontologie. Le raisonnement chez l'humain est basé sur ce qu'on peut appeler une ontologie du monde, c'est-à-dire une certaine vision qu'on a du monde et des catégories qui organisent ce monde. Cette ontologie est dite raisonnable dans le sens où on va pouvoir faire des inférences dessus, et elle est dite partagée dans le sens où on va pouvoir se comprendre parce que vous et moi partageons la même ontologie, et vous et moi parlons de la même chose lorsqu'on parle d'un dépliant publicitaire. Ces connaissances ontologiques sont souvent représentées sous la forme d'arbres parce qu'il y a une taxonomie des classes, des catégories que nous utilisons. Par exemple, on sait que tout objet qui est du type livre est aussi du type document. Donc on va dire que la classe des livres est sous la classe des documents. Et récursivement, on va dire que les romans sont sous la classe des livres. Donc tout roman est aussi un livre. Et tout roman est aussi un document. On va maintenant faire la différence entre ce qu'on va appeler un concept et un terme. En effet, il y a plusieurs façons d'appeler un livre. Par exemple, on peut dire livre en français ou book en anglais. Mais ces deux termes peuvent se référer à une même notion, un même concept que l'on partagerait entre anglophones et francophones. On va donc dire ici, par exemple, qu'il existe un concept, appelons-le le concept 21, qui représente le livre, et que l'on va accrocher à ce concept le terme livre en français et le terme book en anglais. Ces identifiants, leur organisation et les dépendances logiques qu'il y a entre eux, le fait qu'à chaque fois que j'ai un livre, j'ai un document, donc à chaque fois que j'ai un 21, j'ai un 12, c'est ce qu'on va appeler une ontologie formelle. Ce sont ces connaissances en logique que l'on va mettre en machine de façon à ce que la machine soit capable de simuler les inférences que nous faisons naturellement. Alors, pour mettre ces connaissances en machine, il faut un langage machine qui va nous permettre de coder ces connaissances. Il y a eu dans l'histoire de l'informatique plusieurs langages qui pouvaient faire ça. On vous donne ici quelques exemples. Le premier exemple, c'est le langage des frames, et le petit bout de code qui est donné ici permettait de décrire en frames la subsumption des classes, c'est-à-dire de dire qu'une classe était au-dessus d'une autre classe. En l'occurrence,
on expliquait que la classe des humains était sous la classe des animaux et que donc tout objet de type humain était aussi de type animal. Deuxième exemple avec les logiques de description. Ici, on code en logique de description le fait que deux classes sont disjointes, c'est-à-dire qu'un objet ne peut pas appartenir aux deux classes en même temps. On déclare par exemple que la classe mâle et la classe femelle sont disjointes et qu'un objet, s'il est rangé dans l'une de ces classes, ne peut pas en même temps être rangé dans une autre classe. Troisième exemple de langage, les graphes conceptuels. Dans ce graphe conceptuel, on donne une définition formelle de ce que c'est qu'être un directeur. Ici, le petit graphe conceptuel que vous avez à l'écran dit qu'un directeur est une personne qui dirige un groupe. Cette définition permet à l'ordinateur de savoir que s'il trouve une personne qui dirige un groupe, elle est automatiquement rangée dans la classe des directeurs, et vice-versa, s'il trouve un directeur, il sait qu'il existe au moins un groupe qui est dirigé par cette personne.